Allez-y, j'écoute. Monsieur, excusez-moi, vous m'entendez? Oui, Excusez-moi. Monsieur, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut stadifier l'exacerbation? C'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir savoir que c'est une exacerbation modérée ou sévère ou légère? vous parlez de BPCO ou de l'asthme. Voilà, de l'exacerbation de la BPCO, pas de l'asthme. D'accord. Donc j'aimerais savoir sur quels critères on pourrait stadifier cette exacerbation afin de pouvoir la traiter justement. Parce que parfois c'est pas très évident. C'est-à-dire on ne sait pas si elle est modérée ou sévère. D'accord, d'accord. J'ai bien saisi. Bon, euh, par rapport à la stadification de l'exacerbation, il existe dans la littérature plusieurs définitions, d'accord, et stadification de l'exacerbation. La plus utilisée actuellement, elle est basée sur le recours aux soins. Ça veut dire quoi? Le malade qui est suivi pour BPCO, son médecin doit l'éduquer pour reconnaître et agir face à une exacerbation. D'accord? Donc le malade, il est connu, il est suivi pour BPCO, c'est bon. Donc il tousse, il crache, il a plus ou moins de la dyspnée. C'est ça les trois symptômes de la BPCO. Lorsqu'il y a une augmentation ou une majoration d'un au moins des trois symptômes, on parle d'exacerbation. Vous êtes d'accord? Ça, c'est une exacerbation, c'est la majoration d'un ou plusieurs symptômes, les trois. Très bien. Lorsque le malade, il va donc modifier, il va reconnaître cette exacerbation, il va juste augmenter son traitement de fond, son recours à une consultation médicale. À ce moment-là, le malade a suggéré son exacerbation, il ne va pas consulter un médecin. Cette exacerbation, elle est comment, d'après vous? Légère. Elle est légère. Légère. D'accord, très bien. Donc là, le malade, c'est l'automédication pratiquement. Il est éduqué, d'accord, par rapport à ça. Il va donc augmenter juste, par exemple, les bêta-2 mimétiques à cours de rédaction. Il va augmenter peut-être le traitement de fond sur conseil de son médecin traitant, d'accord. L'exacerbation à ce moment-là, elle est considérée comme légère. Mais quand le malade, il va augmenter, c'est-à-dire il va suivre les recommandations du médecin, et malgré ça, il y a toujours une persistance de la symptomatologie, il est obligé, d'accord, de consulter un médecin. Et lorsque il consulte un médecin, à ce moment-là, le médecin il voit le malade, il voit qu'il n'y a pas de signe de gravité, mais il va lui donner quand même une prescription médicale. Donc, s'il y a une exacerbation qui nécessite le recours à une consultation et le médecin il prescrit donc des médicaments pour l'exacerbation, soit des antibiotiques, soit des corticoïdes, ça s'appelle une exacerbation modérée. Mais le malade, il regagne, il rejoint son foyer. D'accord? Donc, une exacerbation légère, elle est diagnostiquée et gérée par le malade sans avis médical. L'exacerbation modérée, le patient il a besoin d'un avis médical, il consulte son médecin. Le médecin, il constate qu'il n'y a pas de signe de gravité et il doit donc donner un traitement sur ordonnance si le malade il rejoint son foyer. Pour l'exacerbation sévère, c'est une exacerbation qui nécessite une hospitalisation. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a jugé utile d'hospitaliser le malade parce qu'il a des signes de gravité. Ça, c'est une stadification la plus simple, la stadification la plus simple des exacerbations. Et par la suite, la conduite, elle est simple. Si vous parlez de votre examen, d'accord, de l'examen, c'est simple. On ne veut donc jamais une exacerbation légère. Si on veut donner une exacerbation, ça veut dire que le malade, il est déjà chez le médecin, non? Il vient vous consulter. Donc, soit elle est modérée, soit elle est sévère. Et pour faire la part des choses entre une exacerbation modérée et une exacerbation sévère, c'est les signes de gravité. Si le malade désature, s'il est cyanosé, s'il a un tirage, d'accord, s'il est polypnique, plus de 30, il est tachycarde, plus de 120, etc. Donc, c'est des signes de gravité et c'est une exacerbation qui est sévère. L'exacerbation modérée, le malade, il a une majoration des symptômes, mais il garde un bon état général, il reste avec une saturation qui reste acceptable, d'accord. Et par rapport au traitement, oui, Merci beaucoup, monsieur. je vous en prie. Par rapport au traitement, en général, le traitement de l'exacerbation modérée ou sévère est le même. Sauf que l'exacerbation modérée, le malade, il est chez lui. Donc, on va utiliser par exemple de l'oxygène lorsque le malade il est hospitalisé. Chez lui, il n'a pas d'oxygène, sauf s'il est IRC.
On va utiliser des sciences de nébulisation bronchodilatateur. Lorsque le malade il est chez lui, il n'y a pas de l'oxygène comme vecteur, donc on va utiliser juste le spray ou bien une chambre d'inhalation. Par contre, lorsque le malade est hospitalisé, on va utiliser la voie nébulisée. Donc, on va transformer le liquide en état gazeux à travers un vecteur qui est l'oxygène, et on parle de nébulisation. La corticothérapie, la même chose. Lorsque le malade est chez lui, il peut utiliser une courte cure de corticoïdes par voie orale. Et lorsque le malade est hospitalisé pour une exacerbation sévère, on va utiliser la voie IV. Et par rapport à l'antibiothérapie, c'est pareil. Chez lui, c'est la voie orale. En hospitalisation, en général, au début, c'est la voie IV. Mais pratiquement, c'est la même prise en charge. Est-ce que je vous ai répondu? Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Autre Merci, question? monsieur. Monsieur, en radiologie, quand on parle d'un syndrome bronchique ou une bronchopneumopathie, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous avez un cliché pour nous montrer? En radiologie thoracique, un syndrome bronchique, ça veut dire qu'il y a une anomalie au niveau des branches. Ça peut être des dilatations de branches, ça peut être une atelectasie. Une bronchopneumopathie, c'est autre chose. Hein. Bronchopneumopathie, c'est des opacités qui appartiennent au parenchyme pulmonaire. Ça s'appelle des opacités en motte. C'est des macronodules qui sont dispatchés au niveau des deux champs pulmonaires et ça donne en général une orientation vers un germe en particulier. Et le germe en général, c'est staphylocoque, c'est les BJ1, c'est la tuberculose, tout ça, ça peut donner donc, on va voir est-ce qu'il y a des clichés ici. Exemple ici, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des macronodules. Vous voyez, un nodule, un deuxième nodule, un troisième, un quatrième. Si vous êtes devant cette présentation radiologique et le malade a un syndrome infectieux, d'accord? On parle de bronchopneumopathie. C'est ça le cliché qui illustre la bronchopneumopathie. D'accord. D'accord? Ici, par exemple, c'est la même chose, c'est des macronodules. Vous voyez, il y a plusieurs macronodules. Mais ici, on a le diagnostic, c'est un OAP. Donc, la bronchopneumopathie, ça peut être d'origine infectieuse, comme ça peut être d'origine hémodynamique, c'est un OAP. Un autre OAP, etc. Bon, oui, j'écoute. Est-ce que vous pouvez nous montrer aussi l'aspect d'une pneumopathie alvéolo-interstitielle? Comment on peut la reconnaître sur un cliché? Comment ça, ça n'existe pas, pneumopathie alvéolo-interstitielle? C'est un syndrome alvéolo-interstitiel. Donc, c'est une atteinte de l'interstitien et une atteinte des alvéoles. C'est-à-dire, on va voir les deux Ici, images. ici, bon, c'est comme par hasard, hein, ce cliché illustre, d'accord, le syndrome alvéolo-interstitiel. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est des opacités, Oui. d'accord? Périhilaire, bilatéral, c'est un aspect typique, ça s'appelle l'aspect en aile de papillon, d'accord? Ici. C'est ça l'aspect en aile de papillon, d'accord? Et vous voyez des réticulations ici. Est-ce que vous voyez des nodules et des réticulations? Ici, d'accord? Même ici. Il y a des réticulations, c'est le syndrome interstitiel. Tout simplement, c'est des signes de surcharge, d'accord? Au niveau de l'interstitium, ça donne en général les lignes de Kerley. Au niveau des bas, ça s'appelle les lignes B, et au niveau des apex, les lignes A, et la surcharge pulmonaire. Donc, au niveau des alvéoles, ça dessine ça. D'accord? Et pour vous, bon, pour le syndrome alvéolo-interstitiel, ça oriente vers les pathologies de surcharge ou par les pneumonies interstitielles ou alvéolaires ou les deux. D'accord? D'accord, merci. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on Oui, donne comme traitement pour l'abcès et la pleurésie purulente? c'est le même traitement. Bon.
globalement, c'est le même traitement. Par rapport à l'abcès, d'accord, les recommandations, attention, c'est pas la peine de lire les séries vertes ou je ne sais pas quoi, car les questions en général, c'est des questions anciennes et la science a beaucoup évolué entre-temps, d'accord? Et il y a toujours des recommandations et on est en train de suivre ces recommandations avec parfois même des changements radicaux, d'accord? Donc, le traitement actuel de l'abcès, c'est bien amoxicilline, acide clavulanique, c'est l'augmentin, d'accord? L'abcès, on le traite avec l'augmentin, car l'augmentin, l'abcès en général, elle est multimicrobienne. Donc, on doit agir sur pas mal de germes. Mais l'augmentin, il cible le pneumocoque, il cible l'hémophilus influenzae, il cible le staphylocoque mitis, il cible les anaérobies, d'accord? Les BGN. Le seul espèce qui échappe au contrôle, c'est bien ce qu'on appelle le Bacteroides fragilis. C'est une bactérie anaérobie qui est résistante à l'augmentin. Mais c'est une entité qui est rare. Donc, en général, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voyez que le malade a tout simplement un abcès, on ne vous donne pas une orientation vers un germe en particulier, essentiellement les anaérobies. Ça veut dire que le malade n'a pas de trouble de la vigilance glottique, n'a pas de carie dentaire, etc. À ce moment-là, l'augmentin est largement suffisant. D'accord? Pour une durée de 6 à 8 semaines et avec le drainage de posture, bien entendu. Abcès de poumon, on doit faire la kinésithérapie de drainage. Le malade doit drainer ses sécrétions. Par rapport à la pleurésie purulente, c'est exactement la même chose, le même traitement. C'est une suppuration profonde, la même durée. Et en plus de ça, on doit drainer le malade si le pus il est épais. On doit faire une ponction évacuatrice si le liquide vient facilement. D'accord? Et le malade, il fait la kinésithérapie pour renforcer la paroi pariétale pour éviter donc l'épaississement et la pachypleurie. Mais sur le plan d'antibiotiques, on donne le même traitement. On donne de l'augmentin et à défaut de l'augmentin, on peut donner un C3G avec flagelle, métronidazole. Donc il y a deux médicaments, deux attitudes thérapeutiques qui sont justes. Amoxicilline, acide clavulanique seul, c'est juste. Claforan avec flagelle ou bien métronidazole, c'est juste. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair, merci monsieur. Donc, Sinon, c'est pour la pleurésie purulente. Est-ce qu'on fait encore aussi la fibrinolyse? fibrinolyse, ça a été dépassé. On ne fait jamais la fibrinolyse actuellement. Oublie ça. D'accord? D'accord, On merci. peut faire, on peut faire de lavage via le drain si le malade est drainé. Ça passe ensemble. Hein. D'accord? Ça veut dire quoi? Sur le plan pratique, pour faire le diagnostic de pleurésie purulente, on doit ponctionner. On fait une ponction et le praticien, il va juger l'utilité ou non d'un drainage. Si on voit que le liquide vient facilement avec votre seringue, ça ne sert à rien de drainer le malade. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On envoie, parce que l'aspect, il est trouble, il est louche, il est. D'accord? On envoie donc pour études microbiologiques pour isoler un germe et je complète par une biopsie évacuatrice si le problème est résolu et on va diminuer la morbimortalité. Par contre, si avec votre seringue, vous avez du mal à évacuer le liquide purulent, à ce moment-là, il y a un risque important d'enquistement. D'accord? Et l'idéal, c'est de faire un drain thoracique. Et si on draine la cavité pleurale, il est préférable de compléter par un lavage via le drain thoracique. Ça, c'est sur le plan pratique. Sur le plan scientifique, c'est autre chose. Sur le plan scientifique, logiquement, on doit analyser le liquide pleural. Si le pH de liquide pleural il est acide et eau, s'il y a un taux de sucre, de glucose au niveau de la cavité pleurale qui est effondré, ça s'appelle la glycoplurée, d'accord? C'est effondré, donc inférieur à la moitié de la glycémie. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un drainage car il y a des bactéries au sein de la cavité pleurale qui consomment le glucose. C'est pour ça que le pH il est acide et c'est pour ça qu'il n'y a plus de glucose. À ce moment-là, je draine d'emblée parce que le risque d'enquistement il est important. Mais pour votre examen, on ne va pas vous donner tout ça. Ça, c'est scientifique, ça fait partie de la spécialité. Pour vous, c'est simple. Si on veut donner ponction, bon, si on veut donner des caractéristiques du pus, c'est un pus qui est épais, qui est purulent, d'accord, c'est le drainage. Si on veut donner un liquide qui reste louche, qui est clair parfois, mais il contient des PNM, il suffit de faire une ponction évacuatrice.
D'accord? Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. peut-on considérer la dyspnée au repos comme étant un signe de gravité? La dyspnée au repos, donc si le malade n'avait pas de dyspnée du tout, d'accord, il devient dyspnéique au repos. C'est un signe de gravité, bien entendu. Et les dyspnéiques au repos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les alvéoles sont comblées, soit de l'air, soit de liquide, soit. D'accord? Donc, c'est un signe de gravité extrême, la dyspnée au repos. Pour les pulmonaires D'accord, merci obstructifs, beaucoup. cardiaques, je vous en prie. Oui. Monsieur, le S inversé de Golden, il n'est pas pathognomonique d'une masse tumorale. Là, on peut le voir dans d'autres pathologies. On peut le voir dans d'autres pathologies. Ça peut être une adénopathie qui comprime, ça peut être une néoplasie. Ce n'est pas spécifique de néoplasie. Le S inversé de Golden, il vous renseigne tout simplement sur la présence de quelque chose qui obstrue la branche souche ou la lobaire supérieure. D'accord? Ça peut être d'origine maligne ou bénigne. Il donne un trouble de la ventilation. On va rechercher peut-être ici. Pardon, pour l'étudiante qui a parlé de l'épanchement enquisté, vous voyez ici par exemple l'aspect, d'accord? Ça c'est enquisté, c'est pas libre dans la grande cavité, d'accord? D'accord, monsieur. Ça c'était l'épanchement. Bon. Monsieur, excusez-moi, j'ai une autre question. J'aimerais savoir, Oui, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Ok. Quand on a par exemple oui. une adénopathie cervicale, d'accord? Et on a des opacités médiastinales, d'accord? Donc on peut suspecter quelque chose de malin ou autre, on ne sait pas. Est-ce que on fait une médiastinoscopie, ce qui est très invasif, ou bien on fait une biopsie de l'adénopathie cervicale hédique? Ah ben, on fait une biopsie de l'adénopathie cervicale hédique, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Merci, d'accord, excusez-moi. En médecine, il faut donc rester le moins invasif possible. D'accord? Donc, il faut essayer de faire un diagnostic qui est rentable avec moins de prêts. Donc, c'est pour ça, d'où l'intérêt de faire un examen clinique complet. Si on fait un examen clinique et on a une lésion cutanée, on commence par la lésion cutanée parce qu'il n'y a pas plus facile que de faire une biopsie cutanée. Si vous avez une adénopathie périphérique aussi, c'est pas sourcil. On peut faire la biopsie XRS de l'adénopathie même sous anesthésie locale. C'est très facile à réaliser. D'accord? La fibroscopie D- est plus invasive que la biopsie de l'adénopathie. D'accord? D'accord. Et si on a à choisir entre la biopsie et la cytoponction, enfin, la biopsie, ce serait plus, c'est-à-dire qu'on aurait un résultat plus concret. Donc, on choisit la biopsie et la cytoponction de l'adénopathie cervicale, HEDIC. La cytoponction, écoutez bien. La cytoponction, elle vous donne une cytologie. La biopsie XRS, elle vous donne une histologie. L'histo. Oui. Si vous êtes en face d'une pathologie maligne, la cytologie, elle est insuffisante. Donc, on doit faire une biopsie XRS. Si vous êtes devant une suspicion de tuberculose, par exemple, si vous faites une cytoponction et on a de casium, on a le diagnostic. Donc, personnellement, qu'est-ce que je fais? Devant une suspicion de tuberculose, je commence par la cytoponction et souvent, on a parce que c'est ramolli, il y a de casium à l'intérieur, donc on peut faire le diagnostic facilement. Sinon, on fait l'XRS. Par contre, devant une pathologie maligne, euh, on fait systématiquement une biopsie XRS. De l'adénopathie, la cytologie, elle est insuffisante. Ce qu'on doit faire, on doit caractériser le type histologique et la cytologie ne donne pas un type histologique. Merci D'accord? beaucoup, monsieur. Merci. Excusez-moi, s'il vous plaît. Dans le même cas qu'elle Oui. vient de décrire, on a des adénopathies médiastinaux et on a aussi une adénopathie périphérique. On ne sait pas est-ce que on doit suspecter une tuberculose ou laisser mal. Alors comment on va savoir qu'est-ce qu'on va faire? Entre cytologie et biopsie, Oui, s'il vous plaît. votre question. Non, l'idéal dans tout ça, pathologie bénigne ou maligne, moi j'ai dit lorsqu'on est orienté, si on n'est pas orienté, on doit penser au pire.
Vous êtes d'accord? Oui, donc biopsie, c'est ça. Et la biopsie exirèse, bien entendu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour l'étudiante qui a parlé de l'S de Golden, vous voyez ici, bon, ici on va répondre à deux questions. On commence par le S de Golden et la surélévation de l'hémicopole diaphragmatique. Vous voyez qu'il y a une opacité ici, arrondie, et vous voyez que cette scissure, cette limite inférieure de votre opacité, qui siège au niveau de l'aube supérieur droit, d'accord, avec cette limite qui est la petite scissure qui est ascensionnée vers l'opacité, donc il y a un trouble de la ventilation secondaire à cette opacité. Cette opacité, ça peut être une adénopathie, ça peut être un cancer. Donc le S, c'est ça le S inversé de Golden. Ça dessine un S qui est inversé de Golden. Donc ça, c'est pas pathognomonique de cancer. Ce que vous voyez ici, vous voyez l'hémicopole diaphragmatique et il est ascensionné, d'accord? Et il est ascensionné parce qu'il y a un trouble de la ventilation, donc ça tire vers le haut, d'accord? Mais ici, il y a le foie aussi. Est-ce qu'on va dire qu'il y a un épanchement ici sous-pulmonaire ou non? On ne peut pas savoir parce qu'il y a le foie ici. Le foie, il ne va pas, donc c'est opaque, c'est blanc, et le liquide, c'est blanc. On ne pourra jamais savoir. Si c'était de ce côté, oui. D'accord? D'accord. Monsieur, en cas de bombement de la petite scissure, est-ce qu'on peut être sûr que c'est dû à la Klebsielle? C'est pas sûr. Bombement de la petite scissure avec des excavations au niveau de l'opacité et avec de l'hémoptysie, et avec un syndrome infectieux, vous oriente vers Klebsiella. Pour vous, c'est une Klebsiella. Mais tout ça, ça s'appelle la pneumonie nécrosante, d'accord, de Klebsiella. D'accord, merci. Nécrosante ou bien dissicante. D'accord? Dissicante, ça veut dire quoi? Elle est dissicante, elle donne de l'hémoptysie. Donc, le maître symptôme, pratiquement, c'est l'hémoptysie. Le malade, il consiste pour une hémoptysie dans un contexte fébrile. Et lorsqu'on fait une radiographie thoracique, on va retrouver des signes qui vous orientent vers Klebsiella, qui sont le bombement de la suture, en général, avec des clartés, et qui signifie donc la nécrose de cette pneumopathie. Mais ce n'est pas 100% Klebsiella. Ça vous oriente vers Klebsiella. Analysez. Monsieur, comment on fait la différence entre un asthme aigu grave et une exacerbation sévère d'asthme? Excellente question. L'asthme aigu grave est une exacerbation sévère, sauf qu'elle est particulière. Particulière par une obstruction sévère. Et pour mesurer l'obstruction, on fait quoi? DEP? Un DEP, très très bien. Et si votre DEP il est inférieur à 30%, avec les signes de gravité de l'exacerbation sévère, vous avez la définition de l'asthme aigu grave. Donc pour vous, à l'examen, si on vous donne une exacerbation d'asthme, et vous avez des doutes, est-ce que c'est une exacerbation sévère d'asthme bronchique? Est-ce que c'est un asthme aigu grave? C'est simple. Il faut voir donc, juste votre DEP. Il faut rapporter le DEP mesuré du patient sur le DEP théorique. Si vous voyez que le chiffre il est inférieur à 30%, c'est un asthme aigu grave. S'il est supérieur à 30% et évidemment inférieur à 60%, c'est une exacerbation sévère d'asthme bronchique. C'est clair? Okay. Et la prise en charge, elle se fera comment du coup? C'est la même chose. C'est une question de nosologique sans plus, hein, et de pronostic. Mais c'est la même prise en charge. Okay, merci. Je vous en prie. Allez-y. Monsieur, aussi pour la BPCO, il y a plusieurs indications thérapeutiques différentes. On prend laquelle? Pardon? Pour la BPCO. Oui. Il y a différentes indications thérapeutiques. On prend laquelle? Plusieurs quoi? Indications. Indications. Il y a plusieurs. Pour le malade BPCO, aussi simple. Il y a des recommandations. Oui, il y a plusieurs recommandations. Oui. Non, le malade BPCO, on doit le stadifier. D'accord? On doit le diagnostiquer ici simple. On fait une spirométrie avec test de réversibilité. Vous prenez donc le VMS sur capacité vitale forcée en post-bronchodilatation si elle est inférieure à 0,7. Vous avez le diagnostic de BPCO.
Par la suite, il faut classer votre malade selon la dernière classification de Gold. D'accord? Et la dernière classification de Gold, on classe le malade en groupe et en Gold. Le groupe, c'est le A, B, C, D. Et le Gold, on dit le Gold 1 lorsque le VMS post-bronchodilatateur est supérieur à 80%. Entre 50 et 80%, c'est un Gold 2. Entre 30 et 50%, c'est un Gold 3. Et inférieur à 30, c'est un Gold 4. Sauf que pour les malades qui restent inférieurs à 50 mais supérieurs à 30 avec insuffisance respiratoire chronique, avec un syndrome d'apnée, hypopnée de sommeil, avec une hypertension artérielle pulmonaire, on les classe d'emblée au stade 4. Ça, vous avez la classification de Gold. Mais pour le traitement, ça n'a rien à voir avec Gold. D'accord? Le traitement, il est basé exclusivement sur le groupe A, B, C, D. Et le groupe, actuellement, on a éliminé la fonction respiratoire de groupe et on retient deux choses. La tolérance à l'effort, donc c'est les symptômes, c'est la dyspnée et les exacerbations. Si le malade, donc, et la dyspnée, vous avez deux échelles, on peut utiliser l'échelle de MMRC, on peut utiliser le CAT. C'est un questionnaire. Le plus utilisé en Algérie, c'est bien le MMRC parce qu'il est facile et applicable. Donc, vous avez le MMRC de 0 à 1. Donc, le malade, il est peu symptomatique car la dyspnée n'est pas importante. Donc, le malade, il est classé au moins au stade A ou bien au stade D, parce que A, B, C plutôt. Stade A ou bien C. Si le malade il a de la dyspnée avec l'échelle donc 2 et plus, il est soit B, soit D. Et par la suite, il faut coupler avec votre exacerbation. Zéro exacerbation, voire une qui ne nécessite pas une hospitalisation, soit il est au groupe A ou bien B. Plusieurs exacerbations, donc 2 et plus, ou bien une seule hospitalisation qui nécessite exacerbation qui nécessite une hospitalisation, le malade il est classé donc au groupe C ou D. D'accord? Et en fonction de ça, il y a une démarche thérapeutique basée sur les symptômes et les exacerbations. On commence par les symptômes. Si votre malade il est symptomatique, d'accord? Il a de la dyspnée. On commence par un bronchodilatateur de longue durée d'action. Je donne un. En général, on donne le Spiriva anticholinergique longue durée d'action qui est l'épratropion. Au bout d'un mois, je revois mon malade. Il est toujours symptomatique. Bon, s'il n'est pas symptomatique, tant mieux. Je laisse, tant mieux plutôt. Je laisse un seul médicament. Si le malade il est symptomatique, je dois associer un deuxième bronchodilatateur. Et en général, on donne une autre classe thérapeutique qui est les bêta de longue durée d'action, mimétique longue durée d'action. Il existe sur le marché algérien un seul médicament qui est le Foradil, qui est le formoterol. Mais en Europe, en Amérique, il existe le salmeterol aussi, d'accord, en présentation indépendante de corticoïdes. Donc, vous donnez le deuxième bronchodilatateur. Si le malade ne s'améliore pas, malgré l'association des deux bronchodilatateurs, on peut donner une corticothérapie associée. D'accord? C'est ça la conduite. Si le malade fait des exacerbations, ça a été prouvé scientifiquement que la corticothérapie inhalée diminue le nombre, d'accord, des exacerbations. Donc, si on vous donne une exacerbation, ça veut dire que le malade il est exacerbateur fréquent et il est au moins au groupe C ou D. Et à ce moment-là, on donne la corticothérapie d'office. D'accord? Donc, il y a une stadification dans ce sens. Je pense que le corps a été fait dans ce sens. Non? Mais, monsieur, pour l'exacerbation du PCO, est-ce qu'on donne le patient des corticoïdes par voie orale? Parce que la classification. Oui. Pour faire la part des choses entre les maladies bronchiques à l'état de base et les maladies bronchiques, asthme et PCO, je veux dire. Et donc les exacerbations. Pour l'exacerbation, la voie inhalée de corticoïdes n'a aucune utilité. Donc on utilise la corticothérapie par voie soit orale, soit par voie injectable pour les exacerbations d'asthme et de BPCO. D'accord? Et le traitement de fond ne contient pas en général la corticothérapie par voie générale, sauf pour l'asthme bronchique sévère au palier 5. On peut utiliser la corticothérapie par voie générale comme traitement de fond de la maladie. D'accord? Oui, merci. Je vous en prie. Alors? Monsieur, excusez-moi, j'aimerais savoir quels sont les critères de surveillance de la crise d'asthme, enfin son évolution, les critères de surveillance. Il y a le DEP, et il y a aussi quelque chose d'autre, mais je ne sais pas, parce qu'il y en a plusieurs, du coup j'aimerais savoir c'est lequel. Excusez-moi, j'ai trop parlé.
Non, il n'y a pas de problème. Bon, pour la surveillance, c'est vrai que le critère essentiel, c'est bien votre DEP parce qu'il reflète fidèlement le degré de l'obstruction bronchique. Et quand le malade il est en exacerbation, c'est l'obstruction bronchique qui donne la sévérité de la maladie. Donc le DEP, il est primordial. Et en plus de DEP, c'est les constantes hémodynamiques. D'accord? Vous avez la fréquence respiratoire, comment elle était, comment elle est devenue après le traitement, la fréquence respiratoire cardiaque, la tension artérielle et la saturation. Et votre examen clinique, bien entendu, parce que si le malade avait des sibilants de champ pulmonaire de manière très intense, on constate une diminution des sibilants, c'est un élément en faveur de l'évolution favorable du traitement. Donc, il y a le DEP et les éléments cliniques avec les constantes hémodynamiques et l'auscultation, votre auscultation. D'accord? Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. S'il vous plaît, Allez-y, monsieur, pour un J'écoute, personnel oui. navigant, vous m'entendez? Oui, personnel navigant. Ouais, qui fait un épisode de PNO. Est-ce qu'on fait une pleurotomie à minima ou bien une pleurodèse? Pour le personnel navigant, d'accord, en général, un pilote, ou bien, on doit Oui, préciser, un pilote. C'est pas la même un chose, hein? pilote. D'accord. Ah, donc c'est différent pour les deux. Mais bien sûr, D'accord. un hôtesse de l'air, d'accord, et un pilote, c'est pas la même chose. Pour former un Oui, pilote, hein, et pour former un hôtesse de l'air, c'est pas la même chose, et on peut trouver facilement un métier de remplacement pour l'hôtesse de l'air. D'accord? Mais pour le pilote, il n'y a pas d'autre métier à lui oui. proposer. Ça coûte cher la formation. Donc, c'est pour cela il faut prendre ça en considération. Et pour un pilote, on fait d'emblée la pleurodèse. D'accord? On ne rigole pas. On ne peut pas envoyer un pilote, d'accord, à bord d'un avion avec des centaines de voyageurs et il fait un épisode de pneumothorax. Un pilote, lorsqu'il fait un pneumothorax, on doit faire la pleurodèse lorsqu'elle est disponible, la première des choses. Mais lorsque le pilote présente un pneumothorax avec signe de gravité, en attendant, on doit drainer le malade. Vous êtes d'accord? On ne peut pas le laisser mourir. Mais on doit le traiter radicalement. Donc, c'est en fonction de disponibilité des moyens. Si vous avez la thoracoscopie, c'est la pleurodèse. Donc en Scientifiquement, urgence, en urgence, si vous avez en urgence le talcage, par exemple, ou la pleurodèse chimico-mécanique, on fait ça. Si on a cette possibilité. Si on n'a pas cette possibilité, d'accord, en général, on traite le pneumothorax et on envoie le malade pour la chirurgie. d'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Mais il est inapte au vol, d'accord, tant qu'on n'a pas traité Donc c'est pas chirurgicalement réglé. le pneumothorax. D'accord? D'accord, ok, merci beaucoup. Mais excusez-moi, Oui, quand on dit pleurodèse, c'est en fait accoler les deux feuillets viscérales et pariétales de façon permanente, c'est ça? oui. Mais dans le cas d'un mal d'une pleurésie, nous on craint la symphyse. C'est pas pareil, genre une C'est pas du tout la symphyse. même chose. Non, non, c'est pas la Pas même la même. chose. Si on D'accord. compare un pneumothorax avec une pleurésie, ça n'a rien à voir. La pleurésie, en général, elle est bien tolérée. Et si elle donne une pachypleurite, d'accord, notre crainte, le malade il peut faire de la kinésithérapie respiratoire, il peut récupérer un pourcentage important, plus ou moins important. Le pneumothorax, il y a le risque de décès imminent. Lorsqu'on fait un pneumothorax et on est loin d'une structure de santé, on peut mourir facilement, hein. D'accord? Donc, pour le pneumothorax, on doit supprimer l'espace pleural. Par rapport aux pleurésies, c'est le même principe pour les pleurésies malignes. D'accord? Si vous êtes devant un cancer bronchique ou un cancer mammaire ou de côlon avec une pleurésie métastatique, d'accord? Qui récidive fréquemment, et le malade il consulte plusieurs fois aux urgences pour faire la ponction évacuatrice. Là, si l'espérance de vie du malade dépasse 3 mois, on propose cette pleuridèse. D'accord? Donc, on va coller les deux feuillets. Nous, en tant que praticiens, on doit peser le pour et le contre. Ça veut dire perdre de la compliance thoracique, parce que c'est ça, un épaississement pleural, il va diminuer la compliance thoracique, c'est clair, c'est une restriction. Mais comparativement à un gain qui est considérable, donc prévenir le pneumothorax ou les récidives de pleurésie, si on pèse les deux, je préfère supprimer le risque de pneumothorax et d'éviter les récidives de pleurésie comparativement aux effets secondaires de l'accolement des deux feuillets pariétaux et viscéraux. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie.
Oui. 10 minutes, on veut dans 10 minutes en plus. Analyser. Monsieur, excusez-moi, lorsqu'on fait une exsufflation, le poumon est censé revenir sur place à sa place. يعني يعاود يولي accolé à la paroi juste après l'exsufflation, là ça va prendre du temps. Bon, ça dépend. S'il y a une brèche permanente, on fait l'exsufflation, 30 minutes, 1 heure, il ne va pas revenir. D'accord? Ça veut S'il y a une dire que brèche, oui, c'est-à-dire j'écoute. si au début notre patient se présentait avec une hyperclarté en bande, par exemple de Zama de 5 cm, et 2 jours après, Oui. elle est à 2 cm. C'est-à-dire que c'est mal fait, qu'on doit refaire l'exsufflation, ou qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Pas forcément mal fait, mais parfois, les maladies ne bougent pas. Il y a des contraintes de système, il y a pas uniquement la compétence médicale, d'accord? Mais si on fait une exsufflation et il y a un mieux, on peut même refaire une deuxième exsufflation avant de drainer le malade. Drainer le malade, c'est de faire une incision et de brancher, de placer un drain thoracique, un corps étranger au niveau de la cavité pleurale d'une manière permanente pratiquement. Ça veut dire d'une manière prolongée. Parce qu'en général, le drainage, c'est plusieurs jours, hein, comparativement à l'exsufflation où ça dure 20 minutes, 30 minutes. Lorsqu'on fait l'exsufflation, on peut faire revenir le poumon à la paroi complètement ou presque, d'accord, avec l'exsufflation devant un pneumothorax primitif. Mais devant un pneumothorax qui est secondaire, ce n'est pas évident. C'est pour cela, dans les recommandations, devant un pneumothorax secondaire, on n'exsuffle même pas, on le draine. Parce que les chances pour obtenir un retour complet de poumon à la paroi sont vraiment minimes. D'accord? Monsieur, donc, Oui. Merci beaucoup. donc après l'échec de la première exsufflation, on va exsuffler une deuxième fois et puis on draine. On peut tenter, oui. Bon, en matière de pneumothorax, écoutez bien, il n'y a pas de recommandation dans ce sens. C'est en fonction de l'expérience de chaque hôpital pratiquement. Et, d'accord? Même nous, en Algérie, ici, on n'a pas la même définition de pneumothorax chronique. Nous, à l'HCA, par exemple, on ne dispose pas de pleurotomie, ou pleuroscopie plutôt, la thoracoscopie. C'est pour cela on doit être patient avec nos malades. Si on place un drain thoracique et le drain ramène toujours avec un bullage continu, on peut être patient jusqu'à 1 mois. Par la suite, on peut proposer le malade à la chirurgie. Par contre, au Japon, c'est 3 jours pour déclarer l'échec de drainage et pour évoquer l'éventualité d'un traitement par vidéothoracoscopie. En Europe et en Amérique, c'est 4 jours. D'accord? Vous voyez, entre 3 jours, 4 jours et 1 mois, c'est un monde. Mais pour vous, si vous parlez de l'examen, on s'est entendu la dernière fois sur la notion de chronicité. Un pneumothorax chronique pour l'externe, hein, pour l'examen, c'est 15 jours. Au-delà de 15 jours avec un bullage continu, le malade, il devient un candidat à un acte chirurgical, une pleuridèse. Pleuridèse, ça peut être chimique par l'injection de produits chimiques et ça peut être mécanique par abrasion. Le produit chimique le plus utilisé, c'est bien le talc médical. C'est pour ça qu'on parle communément de talcage. Mais on peut utiliser d'autres produits comme la bliomycine, comme la tétracycline, etc. D'accord? D'accord, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Autre question? Allez-y. Monsieur, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on fait une médiastinoscopie? Quand est-ce qu'on fait une thoracoscopie? Thoracoscopie et médiastinoscopie, Oui, c'est... en matière d'agressivité sur la paroi thoracique, c'est la même chose. D'accord? C'est le même D'accord. examen, sauf que la médiastinoscopie, on fait la médiastinoscopie devant des adénopathies médiastinales, d'accord, qui sont accessibles à une médiastinoscopie. Il y a des aires ganglionnaires qu'on connaît, d'accord. En général, la chaîne latérotrachéale, la 4 et la 3 et la 4, la chaîne 7, la chaîne 10, la 11, d'accord. La 7, je pense, la 7 aussi, la sous-carénaire. Donc, il y a certaines chaînes médiastinales où il y a des ganglions qui sont accessibles à une médiastinoscopie. La thoracotomie, la thoracoscopie, d'accord, on va explorer soit la plèvre, soit le parenchyme pulmonaire, mais pas les adénopathies en général. Vous voyez, la différence, c'est ça. Médiastinoscopie, c'est pour explorer des adénopathies, d'accord. Thoracoscopie pour explorer le parenchyme pulmonaire ou la plèvre.
mais pas les ganglions. D'accord, merci beaucoup. Et pour la biopsie transpariétale? Transpariétal, on peut, en général, c'est bon, ça peut être pleural ou parenchymateuse, hein. Tout ce qui est accessible par voie transthoracique, on le fait, soit devant une masse pariétale, soit devant une masse qui est parenchymateuse, rarement des adénopathies, parce que les adénopathies sont en général au niveau de la région axillaire, axiale plutôt, où il y a beaucoup de vaisseaux, donc il faut être prudent. Mais on peut faire aussi, hein. On peut faire une biopsie d'une volumineuse adénopathie médiastinale avec un radiologue expérimenté. Oui, D'accord, merci beaucoup. je vous en prie. C'est bon? Donc, s'il n'y a pas de questions, je me souhaite bonne chance. Bon, pour votre examen, vous êtes au courant. Le mercredi prochain, c'est l'examen pratique et les communs avec tous les terrains de stage avec des clichés. D'accord? Et le jeudi, c'est pour l'examen pratique, 40 QCM. Pour tout le monde, le même examen, même correction, même courbe entre guillemets, etc. Monsieur, D'accord? Monsieur, s'il vous plaît. le système de correction de l'examen de la radiologie. Ça sera donc la même chose pour tout le monde. On va établir une grille de correction et on va corriger. D'accord? Merci beaucoup. Au revoir. Je vous en prie. Allez, au Monsieur, s'il vous revoir. plaît. Ah, Oui. monsieur, ce serait Oui. possible que vous nous envoyiez quelques clichés pour qu'on puisse s'entraîner, si c'est possible, s'il vous plaît. Que cliché, j'ai mis à votre disposition sans un cliché avec l'interprétation, non? Est-ce que vous avez le... Non, moi, j'ai pas vu. Je vous montre le modèle, parce que bon, une minute, il est là, je pense. Je l'ai mis sur la plateforme de la fac. Monsieur, on n'a pas accès à la plateforme. Voilà. Je peux vous envoyer, bon, vous avez la déléguée, je peux l'envoyer à votre délégué par mail, d'accord? Oui, s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, monsieur. Donc, il y a 101 clichés qui sont donc faits de telle sorte d'aborder chaque chapitre à part, d'accord? C'est des chapitres en fin de compte. Je vous montre peut-être le modèle s'il est là. Imagerie thoracique, je pense. Ça, c'est je vous donne l'exemple, par exemple, imagerie thoracique. Voilà. Vous voyez, premier cliché, par exemple, et vous allez retrouver juste après la description radiologique avec les diagnostics radiologiques et étiologiques. D'accord? Deuxième cliché, c'est pareil, juste après, il y a la description. Troisième cliché, voilà, jusqu'à 101 clichés. D'accord? Ça a été fait justement pour l'enseignement, pour faciliter la tâche d'apprentissage et pour connaître la terminologie radiologique. À chaque fois, il y a des remarques, il y a des... D'accord? D'accord, merci. D'accord. Je vais essayer d'envoyer ça à votre délégué. D'accord? D'accord, merci. Ok, allez. Bon courage et à si bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Merci. Au revoir.